SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus Musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. SM éducation civique et morale. Tokum nangonga tokotaka na banda kwa ba téléspectateurs. Parce que les téléspectateurs vont venir avant Soubanani. Balandi, voilà. Tokota anda kwa balandi. Côté on a beaucoup aussi. Toko si. Bon, il y a pas de réponse. À toi, une réponse après c'est bien noté parce que balandi c'est très vague. C'est pas Baïk. Les suiveurs. C'est pas Les Baïk. suiveurs sont aussi balandi. Non, en fait, il faut déjà Le contexte. Totolo balandi et tando. C'est-à-dire L'écran. Bon, je reste en français, carrément. Chers téléspectateurs, vous aimables de Le Panier, c'est le moment où Toko Bongo le Bizaleli, sans aucune forme de procès, sans aucune forme de modération. Et dit Tchala, les lots Toro Betali solo à génocide congolais, devoir de toute l'humanité. Mais dans le génocide congolais, il y a un acteur majeur, le Fonarev. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi le Fonarev et pourquoi il devient aujourd'hui une structure importante dans la reconnaissance de ces génocides? Tu sais, bon, j'ai rarement vu dans la façon de faire de la République démocratique du Congo depuis bien assez longtemps autant de sérieux dans la résolution d'un problème ou dans la prise en charge d'une situation. En tout cas, j'ai rarement vu autant de sérieux. Pourquoi je le dis là, le Fonarev est une structure mise en place pour prendre en charge les victimes. Mais les victimes du génocide congolais, il faut rappeler déjà que le génocide ne l'est pas parce que la communauté internationale l'a reconnu. Non, parce que nous, déjà, nous pensons qu'il y a eu génocide dans notre pays. Le président a eu à le rappeler plusieurs fois. Mais quand tu vois dans le processus de mise en œuvre, de mise en place du Fonarev, il y a un travail laborieux qui a été fait. Des forats à différents niveaux ont eu lieu. On a fait intervenir différents acteurs présents et du passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le pays. Et il faut noter qu'il y a eu un engagement très fort au niveau du président de la République, mais surtout de la première dame, qui a pris son courage avec ses deux mains. Elle est allée voir les responsables politiques d'alors, le président de l'Assemblée nationale pour la loi, d'abord sur la réparation, et puis le président du Sénat. Elle est allée voir le premier ministre à l'époque pour créer ce Fonarev. C'est dire que l'engagement et la volonté avaient été portés au plus haut niveau. Alors, quand on a mis en place la structure, le Fonarev, Fonds national de réparation des victimes des génocides pour des besoins économiques, il s'est posé forcément la question du financement. Je sais que plusieurs organisations, plusieurs structures ont été créées dans le pays, mais faute de financement, on est resté dépendant des appuis extérieurs. Alors, conséquence, quand il n'y a pas d'appui extérieur, les structures ne fonctionnent pas. Mais avec le Fonarev, il y a une différence. Il y a eu une intelligence qu'il faudrait absolument saluer et encourager. On a trouvé une redevance minière parce que on a estimé que les victimes l'ont été pour la plupart à cause du sous-sol qui est immensément riche et
à cause de ces minerais-là, des personnes ont été déplacées, certains ont été carrément massacrés. On a pensé que une redevance minière devait participer à la réparation des victimes. C'est ce qui est fait. Et le FONAREV, je crois, qu'il a une certaine autonomie financière, surtout une source de financement. Donc un financement permanent qui permet de prendre en charge les Mais moi, j'aimerais savoir quels sont les types de réparations qui existent. Est-ce que ce sont des réparations individuelles, collectives, symboliques, médicales, financières ou comment? Tout type de réparation. Tu vois, par exemple, le mémorial qu'il y a derrière nous ici, entre la police nationale, le commissariat général de la police et le ministère de l'Intérieur. Oui. C'est une forme de réparation. Il faut qu'il y ait des lieux de commémoration. Parce qu'il y a, vous vous souvenez qu'à Mwenga, des personnes ont été enterrées vivantes. Il y a des gens qui ont été massacrés dont on n'a pas de tombe, mais qui ont des descendants, qui ont des personnes qui, pour une raison ou une autre, on célèbre le 1er août, la journée nationale des parents. Il y a des moments où il y a besoin d'un recueillement. Il faut que ces moments, ces lieux de recueillement puissent exister. Alors, le FONAREV crée ce genre de lieux et les gens peuvent aller se recueillir. C'est une forme de réparation. Alors, il y a des victimes qui peuvent être prises en charge, des gens qui ont perdu les leurs, même si les réparations ne remettent pas, ne ressuscitent pas les gens qui sont morts, mais ça permet psychologiquement de réhabiliter des personnes. Ça permet de donner une satisfaction, disons une réparation avec l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a une certaine catégorisation des victimes? Oui, il y a une certaine catégorisation des victimes. Et puis, c'est un travail, j'ai dit un travail laborieux parce que ces victimes, il faut les identifier. Il y a des victimes, pour certaines, niveau d'instruction très faible, qui ne s'identifient pas déjà comme victimes. Il faudrait que des personnes qui sont très outillées, bien informées, les identifient. Pendant 30 ans, ces massacres ont eu lieu sur la partie est de la République essentiellement, mais il y a eu aussi des massacres dans le cadre de Kamouina, Sapou, tout ça. Toutes ces victimes sont prises en charge par le FONAREV et chaque fois qu'il y a commémoration le 2 août, il y a des témoignages, parfois des témoignages très poignants. On a diffusé ici sur le panier, comment elle s'appelle encore la fille Nyota. Oui. Et quand Nyota parle, quand Nyota explique ce qui lui arrive, il était en train de sortir pratiquement ses derniers mots. Mais Nyota, c'est une image qui a été imaginée, illustrée, pour montrer les détresses des différentes personnes qui sont pratiquement mortes dans ces conditions-là, dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est illustratif, mais c'est exactement la vérité des choses qui se sont passées dans ces milieux-là. Et certains n'ont pas été tout de suite réparés, mais ils peuvent aujourd'hui être certains que le FONAREV leur viendra en aide, les identifiera et donnera, dans la mesure du possible, les réponses à leurs problèmes. Aujourd'hui, on parle de près de 250 000 victimes. Alors, comment s'organise le processus d'identification et de réparation? Déjà, 250 000, ce n'est même pas la moitié de ceux qui sont victimes de ces 30 années de souffrance, de massacres, de viols, de mutilations, de beaucoup d'atrocités. C'est un processus long et laborieux. Je vous dis que depuis 30 ans, des gens qui ont été, quand je parle de Mwenga tout à l'heure, c'était entre 99 et 2000 que cela a eu lieu. Ça fait 25 ans. Il y a certaines victimes qui sont même mortes. Alors, il faut aller descendre sur les lieux, identifier les personnes qui étaient là à ce moment-là. On s'appuie parfois sur les rapports des églises, de la société civile qui avaient travaillé là-dessus, identifier ces personnes-là. Il y a une autre difficulté, c'est qu'à l'époque, Baïbaki Mama Deborah,
Baïbaki Maman Alice côté Wana, et que vous avez des documents qui renseignent sur Maman Alice, vous ne pouvez pas avec facilité retrouver Maman Alice. C'est pas une identification pas très explicite. Alors, le FONAREB fait avec, mais sérieusement, identifie progressivement. C'est un travail qui prend plus de temps, au point que certaines victimes sont un peu parfois désabusées, pensant que c'était un leurre. Non, mais après, moi, je me dis que l'effet déjà d'avoir un mémorial, c'est bon pour la psychologie, mais peut-être qu'il faut en faire plusieurs. Parce que ça suscite la curiosité aussi. Quand je passe là, je vois un mémorial, je me demande, mais pourquoi il y a ce cimetière? Alors, directement, je veux me rappeler qu'il y a eu un génocide ici au Congo. Et aussi, Eddy, moi, je voulais demander par rapport à ce que nous sommes allés faire à Genève. Nous en sommes où? Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette reconnaissance du génocide congolais sur le plan international? Il faut reconnaître que la question du génocide congolais n'avait jamais autant été abordée à l'international. Est-ce que c'était nécessaire d'aller à Genève? Oui, c'est un lieu propice et très indiqué pour ces genres de choses. N'oubliez pas que c'était des violations graves des droits de l'homme. Et quand les personnalités du monde actuel se retrouvent pour parler des questions des droits de l'homme, c'est les lieux justement de poser cette problématique, d'expliquer ce qui s'est passé dans le pays. Mais pour ce faire, il faut avoir des gens outillés, des gens qui connaissent ce qu'ils doivent faire, mais surtout qui maîtrisent le narratif, qui explique les désastres et ces génocides justement en République démocratique du Congo. Parce que quand vous arrivez, vous expliquez ces atrocités aux personnes qui viennent pour la première fois ou qui n'ont jamais entendu parler de... Ce sont des questions à poser. Alors, quand ils posent des questions, il faut avoir les discours qui captivent, mais surtout qui démontrent qu'il y a eu effectivement ces égarements, c'est de la cruauté humaine d'une inhumanité innommable. Et surtout que, Eddy, les crimes de guerre, les viols sont des crimes imprescriptibles. Imprescriptibles, justement. Même après 30 ans, même après 40 ans, on peut toujours poursuivre les auteurs de ces crimes-là. Oui, dès qu'on les identifie, on va le poursuivre. Mais un autre côté très positif du FONAREB, c'est qu'il accompagne les victimes dans la justice. Parce que certains craignaient que ces plaidoyers ne restent que des simples discours. Oui, discours. Alors, quand vous rencontrez des individus qui, dans le passé, ont participé à la commission de certaines atrocités, mais qui continuent à se pavaner dans la ville comme si de rien n'était. Ils sont d'ailleurs des cadres d'une part. Oui, le FONAREB est là justement pour accompagner les victimes à un accès à la justice pour arriver à cette réparation. C'est aussi une garantie de non-répétition. Quand vous bénissez l'impunité des gens qui ont commis des massacres, mais qui sont libres, qui se promènent, qui, pour certains même, réussissent à intimider les victimes parce que les victimes se sentent pas protégées. Et sur ce point de vue-là, il faut saluer cette... Moi, je voulais poser la question à Eddy. Il y a le FONAREB aujourd'hui qui abat un grand travail. Il y a eu récemment la reconnaissance et ce plaidoyer à Genève pour le compte de cet organisme des droits de l'homme mondial. Est-ce qu'on peut se dire à ce niveau-là qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance du génocide congolais, la RDC a gagné? Oui, la République démocratique la RDC du Congo, est dans le processus de gagner. Oui, mais il faudrait déjà, comme je le disais au début, avoir à l'esprit que le génocide ne va pas l'être parce qu'on l'aura reconnu. Parce que déjà nous-mêmes, parce que nous vivons le génocide, c'est dans la chair que nous l'avons ressenti, que nous le ressentons et que nous le ressentirons pour longtemps. Vous avez imaginé un enfant qui a vu ses parents être décapité. Quel genre de réparation vous allez lui offrir qui lui fasse oublier la perte ou qui compense la perte d'un parent ou d'une mère? Au contraire, un enfant comme celui-là garde en lui des réactions post-traumatiques. Justement, nous on a étudié avec une fille comme ça qui a vu sa mère se faire
c'est faire prendre une balle devant elle. Et justement, son comportement à l'école, on ne comprenait pas. Oui. On disait qu'elle avait un tempérament fort et tout. Mais après, quand on a partagé, elle a eu à parler de cette histoire. Elle n'a même pas fini. Après, elle était en larmes. Voilà. Donc, tout le monde avait compris pourquoi elle s'est comportée comme ça. Or, avec le Fonarep, justement, elle peut être réparée. À l'université, elle était très méfiante. Vous voyez, dans une salle de classe, on sait que telle elle est... c'est Christelle, c'est Daniela, on a l'habitude, même si on n'est pas très très amis, mais on se parle. 1 année, 2 ans, elle était toujours réservée, toujours dans son coin. On l'a demandé, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle nous a expliqué, elle a dit, moi j'ai appris à être méfiante. Parce que le cas que Eddie a soulevé, il y a d'autres personnes dans la même société qui trahissent le sien pour des biens matériels. On a expliqué que non, ce qu'on peut subir sur le territoire, il a trahi ses proches. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui occasionne la souplesse de la trahison? La souplesse de la trahison, c'est le manque de patriotisme. Le manque tout simplement de patriotisme. D'amour oui, envers mais il y a son aussi, prochain. Bon, il y a la complexité de l'être humain. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer de façon rationnelle. C'est aussi ça le côté peu maîtrisable du comportement humain. Il faudrait que nous participions à la construction d'une nation. Il faudrait que chacun comprenne que nous appartenons à une république, une nation, et qu'une trahison faite à Yves, à Béni, peut, d'une manière ou d'une autre, me revenir de face, sans que je ne le sache. Et ça, il faudrait des programmes, il faudrait des enseignements réguliers, surtout pour les tout petits. Il y a c'est très important. Plusieurs orphelins. La dimension dans les patriotique de dans les l'État. parties où il y a eu des massacres. Ces orphelins sont en eux-mêmes déjà le symbole des atrocités qui ont eu lieu dans le passé. Alors, il faudrait enlever de leur tête l'idée de la vengeance, mais surtout les responsabiliser pour qu'ils participent à la lutte contre la résurgence de ce genre de comportement. Parce qu'eux, ils sont blessés dans leur chair, il ne faudrait pas qu'ils participent à des actes qui peuvent créer d'autres personnes comme eux, d'autres orphelins comme eux. Et surtout que ces genres d'enfants restent exposés à ces situations. Ils peuvent nourrir une certaine haine, une certaine... Tu sais qu'Eddie a dit justement... Cette vengeance-là en soi. Et une fois qu'une proposition, peut-être d'aller dans ce sens-là, lui parvient, sans contrôle, ils peuvent... Il peut facilement. Mais l'autre côté du Fonarep, c'est l'appui à la magistrature. Les magistrats doivent être formés, outillés pour prendre en charge ce genre de questions. Le magistrat est dit... Oui, il faudrait base à la former. Et je crois que certains ont bénéficié de ces formations, ces partages d'expérience. Alors, Namo Poussé. Moi, je voulais juste... Non, c'est vraiment pour le pays. Moi, je voulais dire que le Génocoste existe. On va dire que ça existe. Comme on dit dans les sentiments, Bissou en tant que Congolais, ça existe. Mais papier autozo, c'est la faune à reconnaissance, ça va venir après. Mais en nous-mêmes, on sait que le Génocoste existe. Alors, Eddie Tchala, Namo Poussé, c'est que... minute. Oui. 30 secondes. On garde le cap. On continue à documenter. Tu sais qu'à Genève, il y a des images qui sont intolérables pour certaines personnes, difficiles à regarder, difficiles à imaginer que sur cette terre des hommes au 21e siècle, il y a des atrocités de cette nature. Donc, je crois que le cap doit être gardé. Coup de chapeau à ce que fait les experts et techniciens du Fonarep, mais aussi des ministères tels que le ministère de droits humains et le ministère de la Justice. Coup de chapeau à eux et beaucoup de responsabilités à chacune. Merci à Eddie Tchala.